Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie de présenter, ou enfin de commencer la présentation de ce consortium souffrance et expérience vécue en fin de vie. Alors première question finalement, c'est pourquoi ce consortium sur cette thématique des souffrances? Eh bien, premier élément de réponse, c'est qu'on sait que les situations de fin de vie et de deuil représentent évidemment des moments de vulnérabilité extrême. On l'a déjà dit pour les autres présentations, pour les patients et leurs proches, bien sûr, mais aussi pour les professionnels de santé. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la vulnérabilité de chacun de ces différents acteurs et aussi les interactions entre ces différents acteurs. Et puis, pendant ces périodes que sont la fin de vie et le deuil, on sait que la souffrance est souvent complexe et puis elle est multidimensionnelle puisqu'elle peut être physique, psychique, sociale, spirituelle, institutionnelle, et toutes ces différentes dimensions, bien sûr, peuvent aussi s'entremêler. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, ces expériences vécues de souffrances multiples ne sont que partiellement reconnues en fait dans les pratiques ou par les institutions. Et cette reconnaissance partielle, en fait, produit des formes d'invisibilisation qui vont générer des écarts importants entre l'expérience vécue par les différents acteurs, ce qui est évalué et les réponses que l'on va apporter, que ce soit en termes de prise en charge des patients, d'accompagnement des proches ou aussi des personnels de santé de manière plus générale. Et deuxième élément de réponse sur le pourquoi de ce consortium, c'est que si ces écarts persistent, c'est évidemment aussi parce que depuis longtemps, les approches en recherche sont assez fragmentées et cloisonnées. On a une approche, on va dire, biomédicale qui s'intéresse aux symptômes qui sont mesurables, les symptômes mesurables de la souffrance, de la douleur, de la détresse, et qui sont très importants évidemment, mais qui passent à côté parfois des dimensions culturelles, spirituelles, organisationnelles, etc. On a aussi des approches en sciences humaines et sociales qui sont bien sûr très riches, qui nous permettent de mieux comprendre l'expérience des différents acteurs, mais dont les résultats sont parfois un peu difficiles à transférer à la pratique. Et puis, on a aujourd'hui des innovations technologiques comme le monitorage parasympathique qui intéresse un certain nombre de collègues dans ce consortium et qui pose de nouvelles questions. Et donc, chacun avance un petit peu dans son champ et ce qui manque, c'est l'impression qu'on a en tout cas, c'est un dialogue entre ces différentes approches. Et donc, on a encore beaucoup de questions qui restent ouvertes et qui nous intéressent dans le cadre de ce consortium. Et quelques exemples ici. Finalement, quels sont les facteurs culturels et organisationnels qui participent à l'invisibilisation de la souffrance ? Concernant l'évaluation neurophysiologique de la détresse des patients non communicants, quels sont les enjeux éthiques? Et ça, c'est une vraie question aussi pratique. Et puis, concernant les transformations des rituels de fin de vie, comment ils se transforment dans notre société plurielle? Et puis, quels impacts de ces transformations sur les processus de deuil? Et puis enfin, quid de la production institutionnelle de la souffrance? Donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer de réduire ces écarts entre ce qui est vécu, ce qui est mesuré entre les disciplines de manière générale, même si ça peut sembler un peu prétentieux, et entre théorie et pratique. Et donc, notre consortium, il propose un cadre scientifique intégré qui articule l'ensemble de ces dimensions. Donc, on va chercher à faire dialoguer l'expérience vécue des différents acteurs, l'évaluation clinique de la détresse, de la douleur, de la souffrance, le monitorage technologique et ses impacts sur les différents acteurs, les dynamiques institutionnelles et la formation des professionnels. Donc, l'idée, de produire des connaissances qui soient originales, on l'espère, interdisciplinaires et qui soient aussi, qui permettent d'éclairer les pratiques et d'améliorer la formation des professionnels. Donc très rapidement, les objectifs plus précis sont de caractériser, de conceptualiser la souffrance et d'identifier les mécanismes de visibilité et d'invisibilité dans des contextes différents, d'identifier les leviers d'amélioration de la reconnaissance et de la réponse à la souffrance, de développer et de valider des outils d'évaluation, d'analyser les pratiques de fin de vie et les rituels et les trajectoires de deuil et de traduire ces connaissances en formation et en pratique.
Donc on a un consortium qui est pluridisciplinaire, je vais présenter l'équipe juste après. L'idée c'est de croiser les regards et bien sûr les approches méthodologiques des sciences humaines et sociales, de la médecine, de la philosophie, des sciences de l'éducation et du droit, avec des approches plutôt quanti. On a un essai randomisé dans le cadre de ce projet, des approches qualitatives, de la recherche-action, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de dépasser les lectures fragmentées pour construire une compréhension plus intégrée des souffrances. Donc on a 5 work packages que Laure va vous présenter juste après, avec 2 axes qui traversent à chaque fois ces work packages, qui sont, le premier, c'est de comprendre, d'identifier les souffrances qui sont parfois difficilement exprimables et ou invisibles, et deuxièmement, d'activer les leviers de transformation. Donc, dernière diapo pour moi, notre équipe. Alors vous voyez, on est très nombreux dans ce consortium. Donc Laure et moi co-coordonnons ce consortium avec des collègues des sciences humaines et sociales. Je vais quand même citer les noms parce que tout le monde travaille beaucoup dans ce consortium. Nicolas Pujol qui est psychologue, Thomas Bonnet sociologue, Jeanne-Martine Robert anthropologue et des collègues médecins spécialistes de médecine palliative. Flora, et on est tous répartis sur le territoire, Flora Trémela-Fallière, Laure Gazaigne, Élise Persaud-Chambard, Chloé Prodhomme, Philippe Walker, Myriam Le Guen, Alamala, Julie Oncle et Isabelle Chazot. Laure, je te laisse la parole pour la présentation des work packages. Merci beaucoup. Donc, comme Nancy l'a dit, ce consortium est organisé autour de 5 work packages qui vont aborder la question de la souffrance comme une réalité clinique, bien sûr, mais aussi comme une réalité relationnelle et sociale. Et l'ensemble du work package tourne autour de la question centrale, à savoir comment reconnaître, comprendre et accompagner les différentes formes de souffrance qui peuvent apparaître en fin de vie dans des contextes médicaux, sociaux et culturels contemporains qui sont un peu inédits. Et donc ces work packages suivent une progression logique qui va de la reconnaissance de la souffrance à l'amélioration des pratiques du soin. Alors, le premier work package va s'intéresser à la question même de la reconnaissance de la souffrance. Pour répondre à cette question, il y a plusieurs projets empiriques qui vont être menés sur des terrains variés pour analyser les processus par lesquels une souffrance et son corollaire, le soulagement, vont pouvoir émerger ou au contraire échouer à émerger comme des réalités cliniques signifiantes dans différentes situations de vulnérabilité extrême. Il y a un second axe qui va s'intéresser au passage de la reconnaissance à la transformation du vécu, c'est-à-dire comment le fait qu'une souffrance soit reconnue peut en soi donner les prémices de ce qui serait le soulagement. Et puis enfin, en mutualisant les approches et les résultats des différents terrains, l'idée de pouvoir formaliser un cadre théorique multiniveau sur la question de la reconnaissance clinique avec des outils opérationnels qui vont permettre une reconnaissance peut-être plus précoce ou plus équitable des vulnérabilités en fin de vie. Le deuxième work package, lui, porte sur les technologies de surveillance et de la reconnaissance de la souffrance chez des patients non communicants. L'idée va être d'évaluer la pertinence clinique, mais aussi éthique des technologies, comme par exemple l'analyse de vidéos qui sont automatisées sur l'analyse des expressions et des micro-comportements, ou sur la question du monitoring parasympathique, pour voir comment ces outils permettent d'identifier et éventuellement de suivre le soulagement de la prise en charge des symptômes et des souffrances en fin de vie. Et l'idée de ce work package est aussi d'analyser l'impact de ces techniques sur l'expérience des proches et aussi les implications éthiques, spirituelles et sociales. Le troisième work package, lui, va s'intéresser à tout ce qui est la dimension sociale et culturelle du mourir et du deuil. Donc, il y a un premier axe sur les rituels de fin de vie qui va chercher à comprendre comment ces rituels se construisent, se transforment dans des contextes de soins qui sont marqués par la médicalisation et la pluralité culturelle. Le second axe porte sur le deuil et les trajectoires du deuil, avec notamment la question de l'influence des conditions du décès et des modalités d'accompagnement de la fin de vie sur les trajectoires de deuil des proches. Et dans ce work package, il est prévu la création d'une cohorte nationale de proches endeuillés pour suivre ces trajectoires sur une période prolongée.
Le quatrième work package, parce qu'on est nombreux et qu'on a plein d'idées, lui porte sur la souffrance des professionnels de santé et va chercher à analyser la souffrance morale, mais aussi émotionnelle et organisationnelle vécue par les professionnels. Toutes les tensions institutionnelles qui vont influencer la manière dont la souffrance des professionnels est reconnue et éventuellement prise en charge. Dans ce work package, on a plusieurs projets de recherche avec une méthodologie qualitative qui vont explorer les dimensions de cette souffrance et les mécanismes par lesquels elle tente de se réguler dans les organisations de soins. L'idée, c'est d'élaborer un cadre conceptuel commun qui permet de mieux comprendre la souffrance professionnelle et de mieux la prendre en charge pour permettre un meilleur accompagnement des patients. Et enfin, le dernier vise à transformer l'ensemble des connaissances dont on dispose déjà, mais aussi celles qui vont être produites par les autres work packages pour produire un programme de changement concret des pratiques du soin. Donc l'idée est de concevoir, de déployer et d'évaluer un programme de formation avec des dispositifs pédagogiques innovants qui vont combiner de la simulation, mais aussi de l'apprentissage expérientiel, des pratiques réflexives interprofessionnelles pour transformer les pratiques professionnelles et de facto les organisations en fin de vie. Ce work package a aussi comme objectif d'assurer une diffusion des outils développés et aussi de pouvoir disséminer tous nos résultats auprès de la population générale et auprès de nos institutions. Voilà, globalement, sur le plan scientifique et donc sur le plan clinique, institutionnel, sociétal et politique, on l'espère, l'ensemble des travaux qui vont être menés par ce consortium vont viser à améliorer la reconnaissance de toutes les formes de souffrance qui peuvent émailler le parcours en fin de vie, que ce soit celle des patients, des proches ou des professionnels, pour améliorer les prises en charge. Et bien sûr, on a aussi l'ambition de pouvoir porter une dynamique européenne et internationale et contribuer à la création d'un réseau international de recherche consacré à la reconnaissance de la souffrance en fin de vie. Merci pour votre attention. Oui, merci. Peut-être une double question. Donc tout d'abord, dans ma présentation, j'avais donné quelques points d'attention pour les consortiums. Et l'un des points était éviter de créer un consortium seulement sur papier. Dans votre consortium, je dirais, un des défis, c'est vraiment que vous avez une hétérogénéité énorme. Question d'approche, méthodologie, même région. Comment vous allez faire dans le consortium pour mettre sûr qu'il y a cette intégration de connaissances pour vraiment bénéficier de l'ensemble plutôt qu'avoir des projets de recherche? Il marche? Ok. En fait, on a la difficulté, donc on a un consortium qui est très vaste, composé de nombreuses équipes. Je pense qu'on est un des plus gros et effectivement, c'est particulièrement difficile de gérer l'animation. Le défi va être de pouvoir à la fois que les work packages et les projets qui composent chacun des work packages puissent se mener de manière autonome et pas interdépendante avec les autres projets, mais en même temps qu'il y a un travail itératif et très régulier de mise en commun, de regards croisés. Et donc, on a pensé un modèle de coordination. Donc, chaque work package a un ou deux pilotes qui sont en charge de l'animation à l'intérieur du work package. On est pour la plupart d'entre nous, on participe à 2 work packages, donc ça veut dire qu'on a une implication déjà sur 2 work packages différents, et en plus l'idée c'est d'avoir des réunions très régulières sur les liens entre les différents work packages. Donc c'est aussi l'exercice là de présentation d'un si vaste programme en 10 minutes, mais globalement il y a beaucoup plus de liens entre les projets et entre les work packages qu'il ne peut y sembler de prime abord. Ouais, non, c'est très bien parce que je pense que c'est important de aussi s'orienter vers ces procédures, ces structures, ces procès.
pour avoir les bénéfices d'un consortium et développer des nouvelles idées. Peut-être une deuxième question. Donc, dans votre domaine, la souffrance, il y a déjà pas mal de recherches et évidences. Et bon, comment est-ce que vous anticipez ajouter des connaissances vraiment internationales plutôt que ajouter sur la situation française? Enfin, c'est une question difficile, mais c'est bien le niveau d'ambition que vous avez. Un premier élément de réponse, et puis peut-être qu'on répondra toutes les deux, c'est le fait de mener ces travaux de recherche de manière conjointe, c'est-à-dire de pouvoir mener simultanément et sur un même objet, sur un même terrain, des approches qualitatives et des approches quantitatives, par exemple. C'est probablement que individuellement, si on prend que l'étude qualitative ou que l'essai randomisé contrôlé, individuellement, ils ne vont rien apporter, si ce n'est quand même de structurer et de dynamiser la recherche en France. Mais la vraie force, c'est de pouvoir mener ces travaux de manière simultanée. Et donc, il y a par exemple, mais on n'est pas rentré dans ce degré de granularité, dans le Work Package 1, une étude, l'approche phénoménologique des micro-transformations du vécu suite à la mise en œuvre, par exemple, de thérapeutiques non médicamenteuses comme la TDCS, la stimulation transcrânienne. Donc, sur cette présentation-là, ça transparaît probablement pas, mais en tout cas, une des premières forces, c'est de pouvoir aborder un même objet par des approches complémentaires et simultanées. Et puis, je pense aussi que dans l'analyse de nos résultats, le fait d'être structuré en équipe interdisciplinaire va aussi permettre de donner une coloration plus importante. Tu veux compléter ? Juste très rapidement, je pense que l'idée aussi, c'est de faire émerger des nouvelles questions. On s'appuie évidemment sur la littérature internationale, donc l'idée, c'est pas de refaire ce qui est déjà fait. Et pour donner l'exemple de la cohorte que l'on veut créer de proches endeuillés, l'idée, c'est d'avoir ce suivi sur le long terme, et cette cohorte va être une source pour nous d'études ensuite ancillaires, parce qu'on va avoir des résultats dans le temps qui vont nous permettre de développer des nouvelles questions qui vont émerger au fur et à mesure. Donc il faut vraiment, mais vous avez raison, qu'on soit attentif à ça et vraiment sur la durée pour ne pas reproduire des données qui existent déjà effectivement. Merci. Et là, c'est moi qui me permets, sur l'objet de la cohorte, il y a aussi des ponts entre les différents consortia, puisque typiquement sur le consortium des aires de mort dont on a discuté juste avant, un outil tel que cette cohorte-là, avec alors évidemment soumis à l'évolution législative, mais si la loi vient à évoluer et donc d'intégrer un bras avec des proches endeuillés qui ont accompagné quelqu'un dans une demande d'aide active à mourir, typiquement, on peut aussi voir des liens plus largement qu'à l'intérieur d'un même consortium. Merci beaucoup.